Florian. Oui, c'est ça, parce que effectivement, Emmanuel Macron va être en visite au Royaume-Uni et ça sera cet accord bilatéral entre la France et le Royaume-Uni sur la gestion en fait de ces traversées de la Manche va être au menu pour essayer de finaliser en fait cet accord. Du côté français, il y a toujours aussi des récriminations parce qu'il faut rappeler que finalement on faisait le sale boulot de l'Angleterre. Oui, parce qu'on est de ce côté-là, bien sûr, du départ. On avait la jungle à Calais, par exemple, ce type de choses, et on faisait le travail de la police aux frontières britanniques, moyennant effectivement une contribution des Britanniques, mais que les Français pouvaient aussi trouver non suffisante. Donc, surtout maintenant que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, le sujet se repose. Et je pense que c'est très intéressant déjà de voir que le Premier ministre donc travailliste, donc quand même de gauche, britannique, est heureux que la France, que la police française fasse ça, parce que nous, de notre côté, il y a quand même eu un certain nombre de critiques, je crois, envers les policiers. Mais je pense que ça participe d'une... Il y a une opération de com aussi qui se fait. Cette opération a eu lieu devant les caméras. Oui, tout à fait. Mais honnêtement, c'est très bien. Il y a une forme quand même de prise de conscience, beaucoup trop tardive, mais il faut quand même la saluer au niveau européen. Il y a la première ministre danoise qui prend la présidence tournante du Conseil européen, qui elle-même a une politique très dure, qui elle-même est sociodémocrate. Donc il y a quand même certains dirigeants européens de gauche qui prennent ce sujet à bras-le-corps. Et en fait, comment est-ce qu'il faut résoudre le problème de l'immigration illégale? C'est simple, c'est en disant que la politique d'asile, on ne va plus pouvoir demander l'asile sur le territoire national. Ça, c'est la pompe aspirante, c'est terrible. Donc on va mettre dans un pays tiers les demandes d'asile. On va faire plus d'expulsions, mieux gérer les titres de séjour, et notamment sur l'exemple australien, avec le fait que tous les bateaux qui, par exemple, traversent la Méditerranée pour aller en Europe, ou ici qui traversent la Manche, doivent être arraisonnés et revenir, pas forcément à leur point de départ, mais en tout cas à un endroit tiers où là les demandes d'asile sont traitées. Et c'est comme ça qu'on met un terme à l'immigration illégale. D'après vous donc. Non, d'après l'exemple australien. L'exemple australien le montre bien, sur les dernières décennies, qu'ils sont passés de plusieurs milliers de traversées par semaine et des milliers de morts en mer à 0. Voilà, tout simplement parce qu'ils ont mis en place cette politique. Vous en doutez que j'en pense du mal, honnêtement. Je m'en doute. Aujourd'hui, c'est complètement inaudible. Il faut rappeler quelques faits. Mais surtout que c'est un peu compliqué pour les Français de comprendre les raisons de cette grève. Mais il y en a aucune en réalité. Expliqué Mathieu. Depuis 1947 et la création de la SNCF, il n'y a pas eu une année sans grève. Pas une. Et quand on pense qu'un jour de grève, c'est des dizaines de millions d'euros de pertes pour la SNCF, mais aussi pour les Français, l'impact est majeur. Voilà, cette dame qui avait par exemple son enfant à amener d'un endroit à un autre, comment elle fait? Enfin, c'est absurde. C'est des dizaines de milliards d'euros quand même qu'on donne à la SNCF tous les ans. Il y a l'ouverture à la concurrence qui va arriver au millénaire. On a sorti un rapport sur la SNCF, un outil industriel malade. Voilà. Pourquoi? Parce que les coûts de la SNCF sont 30% supérieurs à ceux, par exemple, de la Deutsche Bahn ou de Trenitalia. Ça veut dire que le jour où on ouvre à la concurrence, qui est déjà un peu le cas sur le Paris-Lyon, en fait, la SNCF va perdre juste ses parts de marché. Donc, il faut simplement que ces salariés arrêtent de faire des grèves pour aucune raison. C'est un coût exorbitant. Pour eux, c'est pas des choses. Enfin, c'est ridicule pour un logiciel de gestion. Non, mais où est-ce qu'on est? Pareil pour les contrôleurs aériens. Donc la réalité, elle est là, c'est que la SNCF est en très grande difficulté. Elle a 45 milliards de dettes. Mais c'est une arme salariale pour eux, pour faire pression, pour obtenir un avis favorable sur leurs revendications. Est-ce qu'ils demandent? Après, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? C'est ça, de levier de négociation possible. Précisément. Et puis, on est quand même le jour où la SNCF va devenir une entreprise privée, parce qu'il faudra bien que ce soit le cas un jour pour faire face à la concurrence. Que va-t-il se passer? Pas encore demain. Et puis, oui, non mais, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même dire les choses. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu une grève des boulangers, la dernière fois qu'il y a eu une grève des caissiers à Carrefour? Non, ça n'arrive pas. C'est tout. Voilà, c'est le marché fait son travail. Et si jamais ils n'étaient pas contents, mais ils pourraient aller trouver du travail ailleurs, dans d'autres entreprises ferroviaires. Et la SNCF s'en porterait mieux. Franchement, c'est vraiment abominable, cette situation. Le drame, c'est que de toute façon, ils peuvent faire grève autant qu'ils veulent. Le contribuable est toujours là pour renflouer. Donc, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein.
L'Union européenne, quand même, voit ça comme des aides publiques cachées. C'est une vraie question. Et en tout cas, ça va peut-être pas pouvoir continuer comme ça, ad vitam, que tout le monde ici, là, et tous les téléspectateurs subventionnent la SNCF comme ça. Gérard Mercier. Je suis d'accord. Et c'est vrai que l'ultra-violence, c'est quand même... moi, c'est ça qui m'a frappé. Et vraiment, j'espère qu'elle pourra se reconstruire. Parce que quand elle raconte qu'elle a vu la mort en face, que ses mains ont commencé à devenir bleues, c'est-à-dire que si ça avait duré plus longtemps, elle aurait pu perdre ses membres. Enfin, on est sur quelque chose d'une ultra-violence infinie. Et finalement... Et tout ça pourquoi ? Et tout ça pourquoi ? Pour quelques sacs et une Rolex. Et en fait, et d'autant plus que c'est de la violence gratuite, en fait. Puisque c'est vraiment... je veux dire, elle les aurait donnés. Il n'y avait pas besoin, en plus de la frapper, de la violenter comme ça. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en France, on vit dans Orange Mécanique. Vous savez, ce film à l'ultra-violence qui avait fait scandale à l'époque, et ben aujourd'hui, c'est ça tous les jours, maintenant. C'est tous les jours. Il y a d'ailleurs une scène assez célèbre exactement. Mais c'est précisément pour ça que je le mentionne, parce que cette violence gratuite, en fait, elle est omniprésente. C'était le débat d'ailleurs au moment de la sortie de ce film, cette ultra-violence gratuite, oui. Exact. Mais oui, et sauf que dans le film, vous vous rappelez peut-être que la réponse pénale est particulièrement forte. Et en France, pourquoi est-ce qu'on est gangréné aujourd'hui pour ça ? Ça a été bien dit par Philippe David. C'est précisément parce que la réponse pénale n'est pas là aujourd'hui. N'est pas là. Elle n'est pas à la hauteur de la violence des faits. Elle n'est pas à la hauteur de la gravité des faits et d'à quel point ces personnes qui commettent ce genre d'actes sont en fait... barbarisés à un point qui est nécessaire de les soustraire à la société. Voilà, c'est des réseaux organisés. Oui, c'est souvent très organisé. Qui repèrent. Il y a plusieurs influenceurs, notamment à Marseille, qui ont décidé de déménager, d'aller par exemple vivre à Dubaï. Ils prônent l'augmentation de la sécurité à Dubaï, notamment suite à des cambriolages ou des homejacking. Et donc c'est vrai que... Alors il faut aussi rappeler, il y a quelques, j'allais dire, conseils de bon sens, à savoir ne pas mettre les informations, ne pas trop s'exposer, mais c'est le rôle des influenceurs, mais ne pas exposer des détails sur leur adresse, sur leur intérieur. On devrait pouvoir le faire tout en étant en sécurité. Le simple fait de devoir donner ce type de conseils de sécurité de bon sens, ça veut dire qu'on est dans quand même un contexte malade, avec des gens qui sont prêts à tout pour des moindres petits gains. Non, mais comme ça a été bien dit, en fait, il faut qu'il y ait plus de répression, et donc c'est là où, comme ça a été mentionné... Mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est difficile, là. La plupart sont mineurs aussi, hein. Ah oui, alors ça, on revient sur l'excuse de minorité, mais il y a aussi les prérogatives de la police municipale, que je pense que ont déjà été débattues. Largement, mais on va y revenir. Mais donc là, on rentre sur ce même sujet-là, puisque les patrouilles de police municipale vont être augmentées autour de certaines de certaines piscines. Mais donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment triste de devoir en arriver là, mais on en est là aujourd'hui. Et je pense que c'est le symptôme de cette espèce d'impunité générale, de sentiment d'impunité. Oui, ils font la loi. Ils arrivent. De vouloir privatiser l'espace public pour soi, d'être en fait, sans payer, comme à Arnage. Oui, dans d'autres piscines aussi, bien sûr. Ils forcent l'entrée. Après tout, s'il y a des contribuables pourquoi payer si de toute façon il vous arrive rien derrière ? En fait, ça c'est comme il n'y a aucune conséquence, ces jeunes ou moins jeunes sont en totale roue libre et se permettent tout et n'importe quoi. Et c'est là où il faut frapper fort, c'est simple.